Le poids du kilt m'a fait plier la colonne, comme si chaque carré de tissu dissimulait un os humain. J'ai lâché un coin en voulant le déplier, et c'est là que j'ai vu les initiales brodées en rouge PC, mais recousues par-dessus un prénom différent. En dessous, dans la doublure ouverte, une mèche de cheveux encore attachée par un ruban de soie, et des doigts d'enfant. La famille s'appelait Chalumeau. C'était une famille parisienne du 11e, des gens qui avaient tenu une mercerie rue du Faubourg Saint-Antoine jusqu'en 1974, quand les grands magasins ont tout tué. Le fils, un homme d'un certain âge qui devait avoir dans les 70 ans à l'époque, m'avait appelé parce qu'il vidait la maison de sa mère. « Vous faites les kilts, non ?» m'avait-il demandé au téléphone. « Vous pourrez me dire ce qui vaut quelque chose. » Je faisais les kilts, oui. Je l'ai fait depuis que j'ai 14 ans, depuis que ma grand-mère m'a montré comment assembler des chutes de tissu pour en faire quelque chose qui tienne chaud. Je n'ai jamais arrêté. Le grenier sentait le bois sec et une espèce de douceur que je n'ai jamais su identifier. Du vieux papier, peut-être. Ou de la cire d'abeille. Il y avait des caisses étiquetées, Noël 1962, et vêtements bébés gardés, et une valise en carton bouilli avec une étiquette de la Compagnie Générale Transatlantique. C'est dans cette valise que le kilt était plié. Pas roulé. Plié en carré parfait, comme si quelqu'un avait pris le temps de le préparer pour un voyage qui n'était jamais arrivé. Je l'ai sorti lentement. Le tissu était en coton épais, fait main, avec des motifs géométriques qui n'avaient rien de français. Ce n'était pas du patchwork normand ou breton. C'était autre chose. Les couleurs du indigo électrique, presque bleu nuit, et des oranges brûlés qui tiraient vers le tangerine étaient encore vives, comme si le temps n'avait pas osé les toucher. Les points étaient réguliers, minuscules, faits par une main patiente. Une main qui savait que ce kilt devait durer. J'ai retourné un coin. Il y avait un nom brodé en fil blanc, en lettres minuscules, Marie-Louise. Et en dessous, une date, 1863. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais les points. Il y en avait des milliers. Des dizaines de milliers. Chaque point était une décision. Chaque point était un moment passé. Ce kilt n'avait pas été fait en une semaine. Il avait été fait sur des mois, peut-être des années. Mais ce n'était pas le mot juste. Ce n'était pas joli. C'était autre chose. C'était quelque chose que je n'avais pas encore les mots pour décrire. Monsieur Chalumeau est redescendu. Je suis resté dans le grenier avec le kilt sur les genoux, assis sur une caisse qui avait contenu des décorations de Noël. Dehors, c'était l'automne à Paris, la lumière grise et douce de novembre, et j'entendais les travaux du métro qui résonnaient loin sous la rue. J'ai compté les carrés. Il y en avait 49. 7 sur 7. Chaque carré était différent. Certains avaient des motifs floraux. D'autres des motifs géométriques. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les coutures étaient irrégulières. Pas les points, les coutures elles-mêmes. Certains carrés étaient assemblés avec un soin extrême, d'autres avec une précision légèrement moins parfaite, comme si le kilt avait été fait par plusieurs mains. Ce qui m'a frappé ensuite, c'est que certains carrés étaient faits d'un tissu qui n'avait pas été teint avec des teintures industrielles. Je le voyais à l'irrégularité de la couleur. Du bleu végétal. Du orange fait avec du roucou, peut-être. Ce n'était pas un tissu parisien. Ce n'était pas un tissu d'Europe. J'ai reposé le kilt dans la valise et je suis descendu. Monsieur Chalumeau m'a offert un café dans la cuisine, qui sentait la lavande et le renfermé. Il avait des mains tremblantes et il a renversé un peu de café sur la table. Il a haussé les épaules. Ma mère est née à Fort-de-France en 1910. Elle est venue à Paris en 1928. Elle n'en parlait jamais. Je crois qu'elle avait honte ou quelque chose comme ça. Il a dit ça comme on dit, il pleut, ou il faut que je sorte le pain. Sans insistance. Il a souri, d'un sourire fatigué, et il a dit, bonne chance. Voilà où tout a commencé. Et c'est là, aussi, que tout a basculé. Parce que je n'ai pas seulement pris le kilt. J'ai pris la valise. J'ai pris les papiers qui étaient dedans. Et j'ai commencé à chercher. Je n'ai jamais été chercheuse. Je suis quilleuse. J'ai appris le métier avec ma grand-mère dans le salon de la rue des Francs-Bourgeois, quand Paris était encore une ville où on pouvait entendre les oiseaux le matin. Elle s'appelait Renée et elle avait appris à quiller avec sa mère, qui avait appris avec la sienne. C'était une tradition de femme. Quand je dis ça, les gens pensent à des vieilles dames qui boivent du thé et qui parlent de la pluie. Mais la kilt, c'est autre chose. C'est une façon de raconter une histoire avec les mains. C'est une façon de garder ce qui ne peut pas être gardé autrement. Mais en ouvrant la valise, j'ai découvert que ce kilt ne gardait pas seulement la chaleur. Il gardait un secret qui allait me poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la kilt demande un certain rapport au temps. Pas un rapport productif, un rapport patient. Quand on kilt, on ne peut pas aller plus vite que l'aiguille. On ne peut pas tricher. Chaque point exige qu'on soit là, dans le moment, avec le tissu, avec le fil, avec la mémoire. Je pense que c'est pour ça que les kilts nous touchent. Parce qu'ils sont la preuve que quelqu'un a pris le temps. Dans un monde qui ne prend plus le temps, ça devient presque politique. La valise contenait, en plus du kilt, un petit carnet en toile grise avec des pages jaunies. Il y avait des dates, des noms, des comptes.
1862, août achat de fil, 3 francs. 1863, janvier toile, 5 francs. Mais il y avait aussi des phrases qui semblaient avoir été écrites à la hâte, dans une écriture fine et penchée. Aujourd'hui, j'ai commencé le carré du milieu. Elle a pleuré quand elle a vu les couleurs. Il faut que je finisse avant la saison des pluies. Le carnet appartenait à une femme qui s'appelait Marie-Louise Desmarais. Le nom était écrit à l'intérieur de la couverture, avec une date, 1861. Et en dessous, un mot, Font-Saint-Denis. J'ai passé les 3 années suivantes à essayer de comprendre. Ce que j'ai appris, c'est que Marie-Louise Desmarais était née en 1838 à Font-Saint-Denis, en Martinique. Elle était la fille d'une femme esclave nommée Zélie et d'un homme dont le nom n'apparaît nulle part. En 1848, quand l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises, elle avait 10 ans. Avez-vous déjà découvert un objet, comme ce kilt, qui vous a mené vers une histoire familiale enfouie, liée à l'esclavage ou à des origines insoupçonnées? Elle a été déclarée libre, sur un registre qui existe encore, aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. J'y suis allée. J'ai touché le papier. Le nom de Zélie était écrit à l'encre noire, avec la mention « Décédée 1851 » à côté. Il n'y avait pas d'autre information. Marie-Louise a appris à coudre très jeune. C'est écrit quelque part dans un rapport d'inspection. La nommée Marie-Louise, âgée de 14 ans, sait coudre et broder, et a travaillé à la confection de linge pour la maison. La maison, c'était la plantation Desmarais. La famille Desmarais était une famille de colons qui possédaient des terres et des êtres humains. Après l'abolition, ils ont gardé Marie-Louise comme domestique. Elle est restée chez eux jusqu'en 1865, date à laquelle elle a disparu des registres. Le kilt a été commencé en 1861, avant l'abolition. C'est ce que dit le carnet. Commencé le 3 mars 1861. Pour elle. Elle, c'est qui? Le carnet ne le dit pas. Mais j'ai fini par comprendre que, elle, c'était une femme blanche, la fille des Desmarais, qui s'appelait Élisabeth. Marie-Louise faisait le kilt pour Élisabeth. Pourquoi? Le carnet ne le dit pas non plus. Mais il y a une phrase, à la fin, qui m'a arrêtée. Elle part en France. Je veux qu'elle emporte quelque chose de chez elle. Élisabeth Desmarais est partie en France en 1864. Elle s'est mariée à Paris avec un homme qui s'appelait Chalumeau. Le kilt est venu avec elle. Et il est resté dans la famille jusqu'à ce que je le sorte de la valise 123 ans plus tard. Voilà où ça devient compliqué. Parce que ce n'est pas une belle histoire. C'est une histoire qui ne devrait pas être belle. Marie-Louise a fait ce kilt pour la fille de la famille qui avait possédé sa mère. Et elle l'a fait avec soin. Avec amour, peut-être. Est-ce que c'est ça, la complicité? Est-ce que c'est la survie? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les points sont réguliers. Qu'ils sont beaux. Que le kilt est magnifique. Et que ça rend toute l'histoire insupportable. J'ai essayé de trouver les descendants de Marie-Louise. C'est devenu une obsession. J'ai passé des heures aux archives. J'ai écrit à des gens en Martinique. J'ai appelé des associations. Et un jour, en 1991, j'ai trouvé une femme qui s'appelait Inès Germain, à Fort-de-France. Elle était l'arrière-petite-fille de Marie-Louise. Elle avait 68 ans, elle travaillait dans une école, et elle avait une petite collection de photos de famille qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Je lui ai téléphoné. Je lui ai parlé du kilt. Il y a eu un long silence. Je n'ai pas su répondre. Je le sais encore moins aujourd'hui. Mais je lui ai proposé de venir. Elle a accepté. Je suis allée à Fort-de-France en janvier 1992. Inès habitait une maison en bois dans le quartier de la Croix-Mission, à Fort-de-France. Il y avait un manguier dans la cour et des fleurs oranges que je n'ai pas su nommer. Elle m'a accueillie sur le pas de la porte, avec un sourire prudent. Elle avait des cheveux gris, des lunettes fines, et elle portait une robe en coton bleu clair. Dans ses yeux, il y avait une espèce de douceur qui m'a désarmée. Elle a fait entrer. Sa maison sentait la cannelle et le café. Sur une table basse, il y avait un apron en dentelle et une photo encadrée d'une femme âgée. Elle a hoché la tête. J'ai pris la photo. Une femme noire, les cheveux blancs, vêtue d'une robe sombre, assise sur une chaise en bois. Elle avait les mains croisées sur les genoux. Ses doigts étaient longs, déformés par l'arthrite ou par le travail. Elle ressemblait à ma grand-mère. Pas physiquement. Dans la posture. Dans la façon de tenir ses mains. J'ai sorti le kilt du sac. Je l'ai posé sur la table entre nous. Il était plié comme il l'avait été dans la valise. Dans ce carré parfait que personne n'avait défait depuis 1864. Inès l'a regardé longtemps. Puis elle a tendu la main et a touché un carré. Le carré du milieu. Celui avec le motif floral et les fils orange tangerine. Le carré que tu touches, Inès, c'est celui qui a scellé le destin de la femme qui l'a cousu. Et tu ne sais pas encore pourquoi. Inès a retiré sa main. Je n'ai rien dit. J'ai regardé le kilt. Les 49 carrés. Les milliers de points. Les différentes mains qui avaient cousu ensemble. Et j'ai compris que Marie-Louise n'avait pas fait ce kilt seule.
Les carrés moins précis, ceux avec les coutures irrégulières, c'étaient les carrés de Zélie. Pensez-vous que Marie-Louise a eu raison d'inclure les carrés moins précis de Zélie dans le kilt, ou aurait-elle dû les refaire? Sa mère. Morte en 1851. Mais ses points étaient encore là. Dans le kilt. Comme une signature. Inès a fermé les yeux. Elle est restée silencieuse longtemps. Quand elle a rouvert les yeux, ils étaient humides, mais elle ne pleurait pas. J'ai réfléchi. Elle a gardé le kilt. Je suis reparti le lendemain. Dans l'avion du retour, j'ai regardé la mer des Caraïbes par le hublot et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. Pas de la satisfaction. Pas de la tristesse non plus. Une espèce de poids qui se déplace. Comme quand on pose un objet lourd après l'avoir porté trop longtemps. Je n'ai pas revu Inès. On s'est écrit quelques lettres, puis plus rien. Je ne sais pas ce qu'elle a fait du kilt. Je ne sais pas si elle l'a gardé, si elle l'a donné à ses enfants, si elle l'a vendu. Je ne sais pas si elle a été contente que je le lui rende ou si ça a rouvert des blessures que j'étais trop ignorante pour voir. Quand vous lisez ça, vous pensez peut-être qu'il y a une leçon. Une belle leçon sur la mémoire, sur la réparation, sur la transmission. Mais ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai 76 ans de plus que Marie-Louise, que je n'ai jamais mis les pieds dans une plantation, que je ne sais pas ce que ça fait de perdre sa mère à 13 ans, que je ne sais pas ce que ça fait de coudre un kilt pour la fille de quelqu'un qui a possédé ta famille. Je ne peux pas comprendre. Je peux seulement reconnaître que je ne comprends pas. Et ça aussi, c'est une forme de transmission, peut-être. Savoir qu'on ne saura jamais tout. Aujourd'hui, j'ai 96 ans. Mes mains sont trop abîmées pour quiller. Je ne monte plus les escaliers. Je passe mes journées dans un fauteuil près de la fenêtre, avec une couverture sur les genoux, pas un kilt, une couverture en laine achetée au Monoprix et je regarde la rue. J'ai tout donné, mes outils, mes livres, mes tissus. Il me reste que des photos et des lettres. Et la mémoire du kilt. Je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui. Peut-être parce que c'est l'heure où la lumière baisse et que les souvenirs deviennent plus nets. Peut-être parce que j'ai reçu une lettre, hier, d'une femme qui s'appelle Chloé et qui dit être la petite fille d'Inès. Elle m'écrit qu'elle a le kilt. Qu'il est sur son mur, dans son appartement à Montréal. Elle dit qu'elle voudrait savoir comment il est arrivé dans le grenier de la rue de la Roquette. Je vais lui répondre. Je vais lui dire tout ce que je sais. Et je vais lui dire aussi ce que je ne sais pas parce que c'est important, de dire ce qu'on ne sait pas. Dans un monde où tout le monde prétend tout comprendre, admettre qu'on ne sait pas, c'est une forme de respect. Le kilt est là-bas. Dans un appartement à Montréal. Il a traversé un siècle et demi, 3 pays, des océans, des vies entières. Et il est toujours entier. Ses points tiennent encore. Quand j'y pense, je me dis que c'est ça, la vraie durée. Pas les monuments. Pas les livres. Les kilts. Parce qu'un kilt, ça se transmet. Ça se donne. Ça se garde. Et même quand il est loin, il est encore là. Il avait haussé les épaules. Je ne crois pas au malheur. Je crois aux choses qu'on n'ose pas regarder. Je pense à cette phrase souvent. Aux choses qu'on n'ose pas regarder. À ce qu'on laisse dans les greniers, dans les valises, dans les tiroirs fermés à clé. Et à tout ce qu'on pourrait apprendre si on osait les ouvrir. La photo est sur ma table de nuit. La photo de Mathilde, la fille de Marie-Louise, avec ses mains sur les genoux. Je ne sais pas pourquoi je la garde. Elle n'est pas de ma famille. Elle ne fait pas partie de mon histoire. Mais chaque soir, avant d'éteindre la lumière, je la regarde. Et chaque soir, je me demande si elle a su. Si elle a su que sa mère et sa grand-mère avaient cousu un kilt qui traverserait le temps. Si elle a su que leur point tiendrait encore 100 ans après. Je ne le saurai jamais. Mais je peux imaginer. Et imaginer, c'est déjà une façon de garder. Alors je garde. Je garde la photo. Je garde la mémoire du poids du kilt sur mes genoux. Je garde le silence d'Inès quand elle a touché le carré du milieu. Je garde tout ça, plié dans ma tête, comme un kilt qu'on n'ouvre pas mais qu'on sait là, quelque part, prêt à réchauffer si le froid devient trop grand. C'est tout ce qu'on peut faire, je crois. Garder. Et transmettre. Et espérer que ça suffise. Le poids du kilt sur tes genoux, est-ce que tu aurais osé le regarder en face? Si cette histoire t'a rappelé que certaines choses méritent d'être gardées, même sans comprendre pourquoi. Voilà ce que ce bouton veut dire. Si tu gardes une photo qui n'est pas de ta famille, un souvenir qui n'est pas le tien, abonne-toi, ici on transmet.